Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de mes lectures romans du mois de septembre. Pourquoi je fais cette petite précision? Puisque donc cette semaine vous avez le point lecture roman et la semaine prochaine vous aurez un point lecture graphique. Septembre n'a pas été en termes de lecture un mois absolument incroyable. Je n'ai lu que, je mets des guillemets à que parce que pour certains c'est beaucoup, 5 romans, c'est bien en dessous de ce que je lis d'habitude, mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup plus de graphiques que ce que je lis en temps normal, donc voilà, c'est pour ça que j'ai scindé les deux points lecture, puisque je sais que tout le monde sur cette chaîne n'est pas intéressé par les lectures graphiques, donc j'ai fait le choix et j'ai préféré couper ça en deux vidéos distinctes. Voilà. Donc pour cette fois-ci, je vais vous parler donc de mes 5 lectures romans, comme je le disais. Et même si je n'ai pas beaucoup lu, en tout cas lu autant de romans que ce que j'aurais aimé, et ben j'ai eu quasiment que des bonnes, voire des très bonnes lectures. Donc je suis vraiment malgré tout ravie de ce mois de lecture. On va commencer tout de suite par un titre que vous avez déjà vu sur ma chaîne, puisque c'est une relecture. En plus vous l'avez vu eh bien, dans le courant de l'année, ce qui est vraiment assez exceptionnel chez moi, puisque j'ai relu ce tome 1 des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett, publié chez Albin Michel Imaginaire. Vous l'avez vu, je crois en mai, peut-être, quelque chose comme ça, donc c'est très récent. Que je relise un livre aussi peu de temps après ma lecture, ça reste aussi assez exceptionnel chez moi. Mais j'avoue que même si j'avais beaucoup aimé ma lecture et c'était à la limite du coup de cœur, clairement, là il y a le deuxième tome qui sortait et j'ai fait le choix de faire une relecture pour vraiment bien avoir toutes les idées en tête. L'univers il est quand même assez riche. Voilà, je voulais vraiment avoir tout en tête avant de démarrer le tome 2. Donc ce tome 1, si jamais vous êtes passé à côté des Maîtres enlumineurs, sait-on jamais, c'est donc un univers de fantasy dans lequel on va suivre une jeune voleuse qui s'appelle Sansia. Et au début de l'histoire, elle est missionnée pour aller voler quelque chose, un objet qui va s'avérer assez incroyable et qui va effectivement modifier toute sa vie. Dans cet univers de fantasy, il existe des enluminures, et les enluminures, ce sont des espèces de plaques métalliques, on pourrait dire, qui permettent de modifier la fonction initiale d'un objet. Par exemple, vous pouvez faire flotter des lampes, ce genre de choses, demander aux lampes de s'allumer à certains moments de la journée et pas à d'autres, empêcher une porte de s'ouvrir par exemple, sauf si vous avez le bon code ou la bonne clé hyper précise. Voilà, c'est un univers de fantasy qui est vraiment très intéressant, très riche, qui est vraiment bien développé parce que ce système de magie, il est aussi très original. J'avais adoré à la première lecture. Le fait de relire ce titre, c'était vraiment, je pense en tout cas pour moi, une bonne solution, une bonne option, parce que ça m'a permis vraiment de bien me recaler, j'allais dire le cerveau par rapport à l'univers, par rapport au système de magie qui est utilisé ici, qui est assez original. Par rapport aux personnages, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à cette relecture, à redécouvrir l'univers. Alors forcément, les rebondissements qu'on a ici, moi je les connaissais déjà. C'était aussi amusant de voir les petits cailloux que l'auteur avait posés à certains moments. Et du coup, de pouvoir démarrer la lecture du tome 2 dans vraiment de très très bonnes conditions. Je suis actuellement en train de le lire et je suis vraiment complètement immergée dedans et j'ai absolument rien perdu. C'est vrai que du coup c'est extrêmement agréable de l'avoir lu très très peu de temps avant, parce que je crois qu'une fois que je l'ai lu, j'ai eu 2-3 autres lectures après et j'ai enchaîné directement avec le tome 2. Donc c'est vraiment, je pense, avec le recul, vraiment ce que je préfère, les enchaîner ou les quasi enchaîner, clairement. Les histoires de fantasy et les sagas de manière générale. Je voulais dire également que ce tome 1, je l'ai lu en lecture commune avec un groupe de personnages, pas du tout, de personnes sur Instagram, lecture commune organisée par Dorian de la chaîne Monsieur Cabric, et ce tome 2, du coup nous sommes également en train de le lire quasiment avec le même groupe à quelques exceptions près, et c'est également lecture commune organisée par Monsieur Cabric. En tout cas, vous l'avez compris, j'ai adoré ma première lecture, j'ai également beaucoup aimé la relecture. Et je ne peux bien évidemment que vous recommander de découvrir cet univers. C'est de la fantaisie hyper rythmée, hyper dynamique, vous vous embêterez pas. Vous aurez des événements quasiment en permanence. Et puis surtout, on a une galerie de personnages que vraiment j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans ce tome 1, mention spéciale à Orso, qui a quand même, je pense, ma préférence. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, votre Orso est votre personnage préféré ou pas. J'ai un petit crush quand même pour Grégor, mais j'avoue que Orso a ma préférence. Deuxième roman que j'ai beaucoup aimé également, il s'agit de Dullahan de Marine Kelaba. C'est de l'auto-édition et c'est l'autrice qui me l'a envoyé suite à un appel à Service Presse sur Instagram auquel j'ai répondu et
J'ai eu le plaisir d'être retenue pour recevoir ce titre et j'en suis absolument ravie puisqu'ici on va revisiter la légende du cavalier sans tête. On va suivre une jeune demoiselle qui s'appelle Mila. Au début de l'histoire, elle est dans une espèce de soirée camping, feu de camp, voilà, avec des amis à elle. Et puis il y a une dispute, voilà, qui arrive. Mila va suivre un de ses camarades pour le consoler, discuter avec lui, etc. Et elle va se retrouver plongée dans un espèce de brouillard, oui, de brouillard. Et le jeune homme avec qui elle est va faire la rencontre du cavalier sans tête. Voilà. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, sauf que suite à cet événement, Mila va se retrouver projetée dans un château coincée en 1601, je crois, oui c'est ça, 1601, et elle va devoir essayer de libérer ce fameux cavalier sans tête. En tout cas, elle va être amenée à découvrir toute la légende et toute l'histoire autour de ce jeune homme. J'ai beaucoup aimé cette lecture, mais c'était pas forcément très très bien parti. Alors il faut savoir que quand j'ai lu ce titre, le livre que j'avais lu juste avant, c'est un livre dont je vais vous parler un petit peu après, c'est le tome 2 de Andrea Corte d'Anam Troy Castro, donc on est dans la science-fiction adulte, avec une écriture un petit peu dense. Et forcément, quand j'ai démarré celui-ci, notamment sur le premier chapitre, je me suis dit, oula, là au niveau de l'écriture, on n'est pas du tout dans le même genre de style. Et je trouvais que notamment les dialogues faisaient pas forcément très naturel. Enfin, j'ai eu un petit peu de mal sur le premier chapitre à rentrer dans l'histoire. Et bien heureusement pour moi, dès le deuxième chapitre, ça s'est amélioré. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé qu'il y avait, je sais pas, le premier chapitre, l'écriture ne m'a pas emballée. Par contre, après, j'ai beaucoup plus apprécié. J'ai trouvé que l'écriture, elle était élégante, addictive, agréable à lire, fluide. Et je n'ai pas ressenti ce problème avec les dialogues que j'ai eu dans le premier chapitre. Alors est-ce que c'était vraiment uniquement dû à moi, puisque je sortais d'une lecture un petit peu dense, un petit peu exigeante, et que du coup arriver dans ce titre-là, qui est forcément un texte un petit peu plus moderne, dans un style, dans un univers complètement différent, voilà, peut-être que le choc des deux a fait qu'il m'a fallu un petit chapitre pour me lancer, mais une fois ce chapitre passé, vraiment, c'était très chouette, très agréable à lire, texte plutôt young adulte, bien qu'il y ait quand même quelques scènes un petit peu gore. Mais sinon, voilà, pour le reste, ça a été... je me suis réadaptée très très vite à l'écriture et j'ai fini vraiment très rapidement également par la trouver très agréable et très addictive, très fluide. Je l'ai lu à la vitesse de l'éclair, alors certes, il n'est pas très gros, 270 pages, mais ça se lit tout seul. On est pris dans le feu de l'histoire, notamment de par l'originalité de la légende du cavalier sans tête, parce que moi je pense que c'est le premier roman que je lis avec cette mythologie, on va dire. Finalement ma seule expérience avec le cavalier sans tête, c'est le film Sleepy Hollow. Je n'ai quasiment aucune connaissance sortie de ce film, donc pour moi c'était une vraie découverte, cette légende du cavalier sans tête. Donc thématique plutôt originale, une réécriture aussi, voilà, ça change des réécritures de Disney un petit peu plus classiques que l'on peut connaître. Là on est sur une écriture, on est sur une histoire, pardon, un petit peu plus sombre, voilà, que ce qu'on peut lire habituellement en réécriture. On a une romance qui va apparaître, je ne vais pas vous spoiler, mais on a une romance qui va apparaître entre deux personnages. J'ai apprécié également que cette romance ne soit pas un insta-love. Voilà, c'est pas ils se voient, hop, ils s'aiment. Non, non, ça marche pas comme ça. Il faut un petit peu de temps quand même. Il faut apprendre à se découvrir. Ça arrive tout doucement. On a également un certain nombre de rebondissements qui vont arriver que j'ai trouvé vraiment très cool, que j'ai pas vu venir. Ça, c'est plutôt chouette aussi. À un moment, j'ai eu un petit doute, mais bon, voilà, mon esprit l'a vite relégué en arrière-plan. Et puis finalement, quand c'est arrivé, je me suis vraiment fait surprendre. Et ça, c'est toujours très agréable. Donc, une écriture immersive et agréable. Un très bon moment de lecture. Juste pour moi, un tout petit bémol sur la fin. J'ai trouvé que c'était un petit peu rapide et une fin également un petit peu convenue, un petit peu trop happy ending pour moi, j'allais dire, un peu trop parfaite presque. Mais voilà, globalement, j'en garde un très bon souvenir. Moi, je vous le recommande, sachant qu'en plus, il n'est qu'à 9,99 €, franchement. On a une très jolie couverture, il sera parfait pour Halloween. Franchement, moi, je vous le recommande. Alors, il ne faut pas être buté, bien évidemment, par tout ce qui est romance, parce que là, vous avez quand même une grande part de romance, même si c'est pas le nœud de l'histoire et de l'intrigue.
Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça original et vous avez compris, moi je ne peux que vous recommander de découvrir ce titre. Et je vais me pencher du coup sur les autres titres de Marine Kellada parce que voilà, j'ai bien envie de voir ce qu'elle peut proposer par ailleurs. Voilà. Je l'ai vu pas mal tourner Dulan et je suis assez contente parce que je trouve que c'est un texte qui mérite d'être découvert. Un autre texte, et on va passer dans toute autre chose, mais vous êtes habitués avec moi, on va parler de Notre-Dame-des-Loups d'Adrien Thomas. J'ai ici cette très jolie réédition publiée chez Mnemos tout récemment. Adrien Thomas, je l'avais lu plutôt en jeunesse ou jeune adulte, je ne sais pas trop, puisque j'avais lu Engrenage et Sortilège, que j'avais beaucoup aimé la plume, je n'avais pas gardé le roman parce que c'était un petit peu trop jeunesse pour moi, voilà. Mais j'avais beaucoup aimé la plume et j'avais vraiment très envie de voir ce que donnait cet auteur en adulte. Et j'ai pas été déçue, j'ai adoré Notre-Dame-des-Loups. Franchement, quand je l'ai mis sur Instagram en story en indiquant que j'allais le démarrer, je n'ai reçu que des retours positifs me disant « Ouh là là, Lola, tu vas voir, c'est super ». C'est toujours un petit peu inquiétant parce qu'on se dit « Oh là là, mon Dieu, si jamais ça me plaît pas, je vais passer pour un extraterrestre ou je vais être déçue, voilà. » Et pas du tout. Franchement, j'ai adoré Notre-Dame-des-Loups, j'ai adoré l'écriture d'Adrien Thomas. Et franchement, j'ai d'autres livres de lui dans ma palle. Et j'ai vraiment envie de continuer à le découvrir. C'était super. Donc Notre-Dame-des-Loups, c'est quoi? C'est donc un one-shot de fantasy très court, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas le découvrir. Ici, on va se retrouver en Amérique en 1868 où on va suivre une compagnie d'espèces de mercenaires en fait qui se lancent à la chasse aux loups-garous puisque les loups-garous ont envahi les États-Unis et eux, leur job, eh bien, c'est de les trouver et de s'en débarrasser. Voilà, de s'en débarrasser d'une manière pas toujours très propre, mais de s'en débarrasser. Donc on va suivre les différents personnages qui composent cette compagnie. Je vous en dirai pas plus si ce n'est que ce roman a une construction particulière que moi j'ai juste adoré. C'est le genre de construction qui avec moi marche quasiment à tous les coups. C'est super bien fait. Alors même si effectivement au bout du deuxième ou du troisième chapitre on comprend quelle va être cette fameuse construction, mais il n'empêche que moi ça marche à tous les coups. C'était vraiment vraiment superbe. Je ne peux que vous recommander de découvrir Notre-Dame-des-Loups. L'écriture d'Adrien Thomas, elle est absolument fluide, addictive, agréable, élégante. Enfin moi j'adore, franchement. On a la construction de cette histoire qui est vraiment très originale et si vous adhérez comme moi, c'est banco. On a de l'action à tous les chapitres, c'est extrêmement bien mené. Tous les personnages qui composent cette compagnie, il va nous les faire découvrir leur histoire. C'est bien fait parce que le roman, il est vraiment pas très gros, il fait 200 pages. Que vous dire de plus? Enfin voilà, tous les personnages de cette compagnie, ils sont attachants, même si ils sont, et vous savez que moi c'est ce que j'aime aussi beaucoup, ce ne sont pas des personnages tout blancs ou tout noirs, ils sont complètement et entièrement gris. Certains sont des salauds, certains sont des gars bien, certains étaient des gars bien et sont devenus des salauds. Enfin voilà, c'est un peu, j'allais dire, comme dans la vraie vie en fait, voilà. Et ça m'a également beaucoup plu, je les ai trouvés tous très attachants. C'est un petit peu sanglant par moment, donc si vous êtes trop sensible, je vous invite pas forcément à découvrir ce titre, mais voilà, si vous lisez des thrillers, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. On a plusieurs rebondissements qui vont arriver, et un peu comme dans Dulan, je les ai pas vus arriver du tout non plus, et j'ai trouvé ça super cool aussi, c'était très très chouette. Je me suis attachée au personnage, j'ai passé un super moment, je l'ai lu en une après-midi à peine, il est très court, voilà, vous avez compris, lisez Notre-Dame-des-Loups, et il sera en bonne place dans ma bibliothèque et je compte bien évidemment poursuivre la découvrir, ça n'existe pas, la découverte d'Adrien Thomas avec d'autres de ses titres. En tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir aimé ce titre autant que tous les gens qui m'ont contacté sur Instagram. Voilà, je suis vraiment ravie et franchement, allez-y. En plus, c'est un one-shot, donc en fantasy, c'est quand même pas le plus courant. Alors, est-ce qu'on est en fantasy, fantastique, uchronie? Je sais pas. Vous savez que moi, la catégorisation des genres, j'allais dire, me branche pas plus que ça. Voilà, c'est pas grave, c'est de l'imaginaire. Allez-y, s'il y a des loups-garous dans une Amérique un peu revisitée, c'était vraiment très cool. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, j'ai lu un tome 2 d'une série de science-fiction que vous avez vu il n'y a pas très longtemps je crois. C'est donc le tome 2 de Andrea Cort, La troisième griffe de Dieu d'Adam Troy Castro et c'est publié chez Albin Michel Imaginaire que je remercie de m'avoir envoyé ce titre qui m'a fait passer un excellent moment. J'avais bien aimé le tome 1, voilà.
Mais j'ai adoré ce tome 2. Pour moi, le tome 2, il est un cran au-dessus du tome 1. J'ai surkiffé. Au début de l'histoire, on va retrouver Andrea, après les événements du tome 1. Elle arrive sur une planète, j'ai pas le nom, si c'est ça, sur la planète Xana, et elle est invitée par la famille Bétéline. Alors elle sait pas trop pourquoi, on lui demande de venir, mais bon. Elle arrive sur cette planète, elle est toujours procureure. Elle ne sait pas trop pourquoi elle est là, mais bon voilà, elle est invitée, elle y va, voilà. Et tout au début de l'histoire, Andrea va subir une attaque terroriste. Et suite à cette attaque terroriste, elle va prendre un ascenseur, un ascenseur spatial bien évidemment, hein, pas un ascenseur comme vous pouvez l'imaginer, quelque chose d'un petit peu plus conséquent, et elle va se retrouver avec tout un nombre de personnages coincés dans cet ascenseur. Donc toute l'histoire de ce roman, il est à 90%, on est dans cet ascenseur, et Andrea va mener une enquête en mode... alors, moi quand je l'ai lu, au bout d'un moment, ça me faisais penser à un Agatha Christie. Je disais, c'est un Agatha Christie-like dans l'espace. On a un huis clos, on a Andrea qui doit résoudre une enquête, et puis on a tout un tas de personnages qui sont présents dans cet ascenseur, et qu'Andrea va interroger les uns après les autres. La vérité va se dévoiler au fur et à mesure du temps, les personnages vont également se dévoiler. Tous les événements vont s'enchaîner, elle va découvrir tout ce qui s'est passé à force d'enquête et de persuasion et d'entretien. Donc si vous n'aimez pas du tout ce mode de fonctionnement qui est, vous voyez quelqu'un, elle prend quelqu'un en entretien, elle discute et elle fait avancer son enquête comme ça, forcément ça ne vous plaira pas, ça c'est absolument évident. Par contre, si comme moi c'est un système que vous aimez beaucoup, en plus combiné avec le huis clos que j'adore, avec moi ça l'a fait. Franchement j'étais à fond, j'avais envie d'être avec Andrea, de savoir ce qui s'était passé, qui, pourquoi, avec qui, les enjeux, etc. On soupçonne absolument tout le monde, on pense qu'on a trouvé la vérité mais en fait pas du tout. Voilà, c'était vraiment très très chouette, hyper addictif, j'avais vraiment envie, vraiment de découvrir ce qui s'était passé. Celui-ci aussi, je l'ai lu en lecture commune avec plusieurs personnes. Donc il y avait notamment Dorian, il y avait notamment Laetitia du Conte Galaë, Caroline de la chaîne Carolivre, et puis d'autres personnes que je mettrai en barre d'informations. Je mettrai également leur Instagram. On était globalement d'accord sur le fait que ce tome 2 était plutôt supérieur au tome 1. Enfin en tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti. J'ai pas eu de longueur du tout non plus. Alors un peu comme dans le tome 1, l'écriture d'Adam Troy Castro, elle est quand même relativement dense, hein. On n'est pas sur quelque chose de complexe en soi, pas du tout, mais ça nécessite quand même un petit peu de concentration pour vraiment bien s'immerger. On est quand même dans un univers de science-fiction, dans une enquête avec beaucoup d'enjeux à nouveau. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations scientifiques, c'est quelque chose que moi j'ai un petit peu de mal avec ça dans la SF. Là c'est pas le cas non plus, on n'a pas de grandes explications scientifiques, donc moi ça me va très bien. On est plutôt voilà, dans un thriller de science-fiction, presque, on pourrait presque le ranger dans cette catégorie. C'était vraiment très chouette, on a beaucoup de rebondissements, des choses très surprenantes. Le personnage d'Andrea que j'avais trouvé un petit peu froid dans le tome 1, finalement dans ce tome 2, on apprend bien davantage à la connaître, à la découvrir. Elle aussi, je trouve qu'elle gagne aussi un petit peu en humanité, elle perd le côté un peu robot, je trouvais qu'elle avait dans le tome précédent. Elle gagne en humanité, vraiment, je l'ai beaucoup plus appréciée ici que dans le tome 1. On a beaucoup de personnages secondaires aussi ici qui sont super intéressants aussi. La famille Bétéline, je ne sais pas trop comment le dire. Quelle famille Quelle famille. On va également retrouver un duo de personnages, alors je ne vais pas vous dire qui, je ne voudrais pas spoiler si vous êtes en train de lire le tome 1, voilà, un duo de personnages qu'on va retrouver également ici, que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup ce duo, voilà, que je trouve très intriguant, très intéressant. Même l'espèce de mythologie qui est en place autour de ce qu'ils sont, c'était vraiment très chouette et très intéressant. Voilà, vous l'avez compris, c'était une excellente lecture, je ne peux que vous recommander de découvrir ce tome 2. Sachant que, alors normalement il y a un troisième tome qui existe. À ce jour, Albin Michel Imaginaire ne sait pas s'ils vont le traduire et le publier. J'espère grandement puisque, alors vous pouvez tout à fait vous arrêter là, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses pour lesquelles j'aurais aimé savoir jusqu'où l'auteur allait nous emmener. Voilà, vu que j'ai trouvé que ce tome 2 bien supérieur, supérieur en tout cas, moi je l'ai beaucoup plus aimé que le tome 1. Donc voilà, j'ai vraiment maintenant envie de découvrir ce tome 3, donc j'espère vraiment qu'Albin Michel aura la possibilité de nous faire découvrir la suite des aventures d'Andrea Corte. Et oui, juste
également. Donc dans ce roman, on a le roman La troisième griffe de Dieu et on a également une nouvelle à la fin. Comme d'habitude, c'est dans l'ordre chronologique de l'histoire, donc la nouvelle se situe après. La troisième griffe de Dieu, elle est également très chouette puisqu'on va suivre un personnage qui n'est pas Andrea Corte, puisque dans cette série, on est dans un point de vue interne, on est dans la tête d'Andrea. Et du coup, bah voilà, dans ce tome 2, on va découvrir un autre personnage. Et c'était vraiment aussi intéressant de voir comment Andrea est perçue à travers le regard des autres personnages. Voilà, c'était plutôt chouette également cette nouvelle, j'ai bien aimé. Donc voilà, vous l'avez compris, lisez Andrea Corte. Voilà, franchement, ça vaut largement le coup. J'ai gardé le gros bébé, j'allais dire, le gros pavé pour la fin. C'est un roman que j'ai lu en lecture commune, mais je n'étais loin d'être seule à le lire, puisque j'ai lu ça de Stephen King. Donc moi, j'ai la très très vieille édition Françoisien en hardback. Je l'ai lu donc le tome 1, l'équivalent du tome 1 en août, et le tome 2 en septembre, mais j'ai fait le choix de le mettre de côté et de vous en parler uniquement quand j'aurai terminé la totalité du roman. Donc moi j'ai cette vieille version Françoisien. Pourquoi? Pour une raison très simple, qui est que c'est une relecture pour moi. J'ai lu ce roman quand j'étais adolescente et je l'avais adoré. Et je l'avais lu dans cette version-là. Donc en fait, j'ai eu envie, il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de tomber sur ce titre en brocante et je me l'étais procuré. Et là, c'est vrai que même quand les nouvelles éditions sont sorties, j'ai fait le choix de conserver cette version qui pour moi, même si ce n'est pas le livre exactement que j'ai lu, ça en reste la copie conforme. Et voilà, pour moi, il a une saveur particulière, donc j'avais vraiment envie de le lire uniquement dans cette version-là et de le conserver dans cette version-là. Si jamais vous ne connaissez pas le ça de Stephen King, qu'est-ce que ce titre? Ça m'étonnerait quand même que vous ne connaissiez pas, quand même. Beaucoup d'adaptations, plusieurs adaptations cinématographiques. Le ça, c'est quoi? On va ici être dans la ville de Derry et on va suivre à travers le regard d'un groupe d'enfants leur combat contre le mal à l'intérieur de la ville de Derry. Voilà, on va le faire d'une manière très très simple, mais à la manière de Stephen King. Alors ce roman, même si à la base il n'est qu'un seul roman, il a été découpé en France en deux tomes, et effectivement c'est vrai, je l'identifie aussi un peu comme ça. Pour moi il y a deux grosses parties. Il y a la première partie qui correspond au premier tome en fait, qui est vraiment une introduction complète, totale, alors une introduction de 600 pages certes, mais une introduction quand même, où l'auteur va nous présenter tous les personnages les uns après les autres, tous les enfants et tous les adultes, ce qu'ils sont maintenant et ce qu'ils étaient quand ils étaient petits. Et donc il va gérer avec une maestria incroyable le passé et le présent. C'est hyper fluide, c'est hyper addictif parce que vous avez envie de connaître chacun des enfants, vous avez envie de connaître les adultes qu'ils sont devenus, vous avez envie également, parce que Stephen il pose comme ça à nouveau des petits cailloux en nous disant voilà il s'est passé ci mais vous le saurez après, ce genre de choses. Donc on est vraiment complètement immergé. Ce premier tome, je l'ai trouvé hyper addictif, hyper intéressant, hyper intriguant. J'avais un certain nombre de choses dont je me rappelais, donc ça c'était plutôt cool. Des choses que j'avais complètement oubliées, voilà honnêtement, et c'était un vrai bonheur de replonger à Derry. On va également découvrir la ville de Derry, qui est une vraie ville du mal, complètement atroce par certains côtés. Certains ont trouvé sur ce premier tome quelques longueurs. Moi j'avoue que dans ce premier tome j'en ai quasiment pas trouvé. J'étais vraiment complètement happée dans le rythme et j'avais envie de découvrir chacun des enfants et des adultes jusqu'à la fin du premier tome où on arrive finalement à Derry. Et c'est là où va démarrer la deuxième partie. Deuxième partie du roman qui là pour le coup, pour moi, j'y ai trouvé davantage de longueur, même parfois quelques parties un petit peu inutiles ou des choses où j'avais l'impression que c'était une redite. Enfin, dans le premier tome, il nous dit vraiment beaucoup que Derry est la vie du mal, et j'allais dire au bout d'un moment, nous le répéter à de multiples reprises en nous donnant plein d'anecdotes pour nous démontrer que Derry est la vie du mal. C'était un petit peu redondant, un petit peu long sur certaines choses. Je n'ai pas particulièrement non plus eu peur, sachant qu'il y a quelques scènes qui sont un petit peu creepy quand même, pas très très ragoûtantes même, on peut le dire. Quelques scènes à la fin également un petit peu crades. Mais c'est surtout au niveau de l'ambiance, je trouve. On a une ambiance oppressante, une ambiance glauque, une ambiance inquiétante.
qui tourne autour des enfants, autour de Derry, autour de tous les habitants de la ville. Une ambiance aussi dérangeante, la majorité des gens ne sont pas forcément bienveillants et la ville en elle-même est mauvaise en fait. Et voilà, je trouve que l'horreur elle est surtout autour de ça, pas forcément autour de scènes très très glauques et très très crades, même si on a quelques-unes, mais en tout cas pour moi c'était pas la majorité. Voilà. On était surtout sur l'ambiance vraiment oppressante et gênante et malaisante plutôt tout au long du roman. On retrouve également plusieurs thèmes chers à Stephen King, qu'on retrouve aussi dans d'autres romans. L'enfance, le mal, le passage à l'âge adulte. On a aussi les violences, que ce soit sur les enfants, l'alcoolisme, on a l'homophobie aussi au début. Donc voilà, on a vraiment pas mal de thématiques qu'on retrouve dans bien d'autres romans du King. Et puis on a surtout ce club des ratés, ces personnages qui sont hyper attachants. Il arrive à nous les rendre tellement humains, tellement vivants, je trouve ça toujours incroyable. On les adore, ces personnages du club des ratés. Ils ressemblent tellement soit à ce que nous-mêmes on a été quand on était adolescent ou jeune adolescent, puisqu'ils ont autour de 11-12 ans pour la majorité, quand ils sont enfants, ou soit ils nous rappellent des gens qu'on a connus dans nos classes ou de copains qu'on avait à côté de chez nous. Et j'allais dire, le temps dont parle Stephen King, moi je l'ai vécu en partie, c'est-à-dire pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, voilà, si tu veux aller jouer avec tes copains, tu prends ton vélo et tu vas le chercher. Enfin voilà, ce genre de choses, aujourd'hui le monde est un petit peu différent, donc il y a aussi une espèce de côté un petit peu nostalgique, en tout cas quand je lis ce roman où finalement les enfants s'amusent des après-midi entiers et les parents ne savent pas forcément où ils sont. C'était une autre époque, un autre monde, et les enfants, voilà, King nous raconte tous les malheurs et tous les bonheurs de l'enfance aussi, les copains, j'allais dire le type qui vous m'amène dans la cour de récré, les courses, des fois quand on aime se faire peur, enfin voilà, tout un tas de choses finalement qui sont liées à l'enfance et que King décrit mais tellement bien, c'est juste incroyable. Et puis concernant la fin, j'ai trouvé que la fin tirait un peu en longueur. À mon goût, j'aurais aimé qu'ils raccourcissent un petit peu. Il y a certaines choses qui sont un peu gênantes. Il y a notamment cette fameuse scène. Donc, si vous avez suivi les débriefs sur le groupe, ou même si vous l'avez lu, vous savez tout de suite de quelle scène je veux parler. Une scène que, honnêtement, je n'ai pas lue. Quand je l'ai vue arriver, alors moi, c'est drôle parce qu'à ma première lecture, je n'en avais aucun souvenir. Mais vraiment aucun souvenir. Quand cette scène est arrivée, j'ai fait le choix, je ne l'ai pas vraiment lu en fait. J'ai lu en diagonale et puis j'ai tourné les pages. J'allais dire, j'avais pas envie de m'infliger ça, clairement. Je vois pas l'intérêt de cette scène. Alors j'ai vu après plusieurs explications, que ça soit de la part de King ou d'autres, d'analyse et d'explications. Je n'en vois pas bien l'intérêt et je n'avais pas particulièrement envie de m'infliger ça. Donc forcément, n'ayant pas lu cette scène, elle ne m'a pas impactée, j'allais dire, sur ma suite de lecture, quand bien même je les trouve très étranges et pas forcément très utiles ni nécessaires. Je pense qu'ici il voulait métaphoriser quelque chose, il y avait probablement d'autres manières de faire. Voilà. Donc sinon la fin, pour le reste, je l'ai trouvée, comme je disais, un petit peu longue, elle tire un petit peu en longueur, elle est pleine d'émotions. Et puis, mention spéciale à la toute fin, le tout dernier chapitre, la dernière partie de chapitre, avec deux personnages que j'ai adorés. Voilà, c'est pas toujours le cas avec King, souvent les fins sont un petit peu moyennes, voire ratées pour certaines, mais là la fin, elle était magnifique, magique, elle était juste incroyable, incroyable, et je ne peux que vous inciter à lire ça du King, ne serait-ce que pour cette fin qui est juste magnifique. Voilà, une fin qui est juste magnifique. Vous l'avez compris, j'ai adoré le Ça du King. Je ne peux que vous recommander de découvrir ce titre, ce N'ayez pas peur, ce magnifique pavé. Alors j'y n'ayez pas peur, mais on l'a quand même lu sur 2 mois quand même, donc ça prend quand même un petit peu de temps. Mais c'est une œuvre incroyable. Je ne regrette en aucun cas de l'avoir lu. Voilà, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire. Si vous-même vous avez participé à cette lecture commune du groupe Un King par mois ensemble. Donc là, ce mois-ci, je suis en train de lire Salem, qui est également une relecture. Alors je pense que si je fais un bilan de l'année 2020, il y aura une chose qui sera claire, c'est que je n'ai jamais fait autant de relectures que cette année, ça c'est clair. Donc là je lis Salem, qui est une relecture, et je prends également beaucoup de plaisir à relire ce titre.
Quand je vois le chrono là sur ma caméra, eh bien je constate que j'ai bien fait de mettre d'un côté les romans et de l'autre côté les graphiques puisqu'on est déjà à une demi-heure de vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire comme d'habitude si vous avez lu certains des titres dont je viens de parler, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. N'hésitez pas à me donner le vôtre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!